Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche matin et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre traditionnel café du dimanche où nous faisons un tour des actualités économiques et nous essayons d'anticiper les tendances à venir sur les marchés financiers. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind the Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et n'oubliez pas s'il vous plaît de me mettre des likes parce que ça me permet de développer la chaîne et pour que nos vidéos soient visibles à plus de personnes et la communauté Mind the Cash grandisse. Pour ceux qui veulent soutenir encore plus la chaîne Mind the Cash, vous avez un lien en PayPal et vous pouvez faire une petite donation. Et je vous rappelle également qu'il y a la chaîne Telegram qui se développe beaucoup, que vous pouvez également rejoindre et poser vos questions. Voilà, donc au programme de cette vidéo, c'est évidemment révision de la situation boursière de la semaine passée. Nous allons parler rapidement de la réunion de la Réserve fédérale. Je vais m'arrêter un petit peu sur les résultats des entreprises qui sont assez impressionnants. Nous allons voir aussi les indicateurs que je vous montre de temps en temps, typiquement l'indicateur cuivre-l'or qui me permet d'évaluer la reprise économique. On va voir tout ça ensemble tout de suite. Donc là, je commence comme d'habitude par le tableau de bord qui va me guider dans ma présentation aujourd'hui. Et nous allons aussi également voir le timeline que je vous montre de temps en temps. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne Mind the Cash, je vous rappelle que le timeline, c'est en gros quelque part le roadmap approximatif que je dessine pour moi-même et pour les abonnés Mind the Cash, avec mes anticipations, ce que va se passer mois après mois pour une année en cours et pour éventuellement l'année prochaine. En tout cas, moi, je fais des projections sur une année. Voilà. Donc, je regarde les marchés, j'enregistre cette vidéo, je suis en vendredi, donc là, vous êtes déjà en week-end, comme je dis d'habitude. Moi, je ne suis pas encore en week-end. Les marchés sont encore ouverts parce que là c'est en midi en fait actuellement quand j'enregistre cette vidéo. On peut voir que les marchés américains ne sont pas encore ouverts et ils s'annoncent une hausse, donc je ne sais pas comment ça va se passer la dernière séance de vendredi de cette semaine. En tout cas cette semaine pour le moment, encore une fois quand j'enregistre cette vidéo, elle était mitigée. Bon, on a vu les séances de hausse, on a vu les séances de petites corrections, comme je vous disais la semaine dernière dans notre café du dimanche que j'ai enregistré dans la forêt à l'extérieur. C'était la première vidéo que je tournais à l'extérieur, donc j'espère que ça vous a plu. Et je disais que c'est probablement le meilleur moment pour rien faire, car il est très difficile d'anticiper les tendances des marchés dans les circonstances actuelles. En effet, nous sommes au plus haut historique sur pas mal d'indices. Les valorisations sont très exigeantes. La reprise, certes, elle est largement attendue, mais on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer et quand surtout ça va se passer. Et les marchés, ils essaient de arbitrer tout cela. Et chaque publication, souvent, elle crée une ambiance positive, mais ensuite cet élan positif s'estompe durant la séance. Et on l'a vu ça sur pas mal de grandes valorisations américaines, typiquement les GAFAM. Une fois qu'ils annoncent des excellents chiffres, des excellentes performances, donc du coup en pré-market, vous voyez la hausse impressionnante, et ensuite pendant la séance, la hausse se calme, voire pour finir en baisse. Donc, par exemple, les résultats de Microsoft qui ont été excellents, ils se sont traduits finalement dans une baisse sur les marchés. Microsoft, elle était à moins 3% en l'ouverture, donc c'est ce qui est assez rare pour cette valeur de la catégorie A. Et on peut faire une conclusion que c'est vrai que les marchés, les très exigeants, même les très bonnes publications se font sanctionner aujourd'hui sur les marchés financiers. Et pour moi, c'est quand même un signal d'un retournement proche. Le retournement ici, c'est probablement pas un mot, c'est plutôt une correction parce que les marchés sont très bullish, les marchés sont très oscillés. On va voir ça sur l'analyse technique. Mais en tout cas, il commence à réaliser que quand même avec les valorisations qu'on voit aujourd'hui, il faut que le fondamental quand même soit là également. Il est là pour les GAFAM, il est là pour toute l'économie numérique. Il est là probablement pour les pharmaceutiques, mais il est loin encore d'être là pour les sociétés industrielles, qui sont d'ailleurs un peu moins valorisées, mais on commence à retrouver à peu près les valorisations, même pour les cycliques, les valorisations avant Covid dans certains secteurs. Voilà, on va jeter un œil sur l'indice Nasdaq, que moi je suis le plus régulièrement. Et l'indice Nasdaq, il est largement dominé par la tech américaine et les valeurs qui
ont été considérés comme chers par certains analystes. Et je vous disais toujours que les GAFAM ne sont pas chers. Moi, honnêtement, je ne l'ai toujours pas cher parce que je compare toujours la valorisation d'une entreprise par rapport à ses performances opérationnelles. Même si sur des ratios les plus basiques, type PER, si vous regardez les actions comme Apple, comme Amazon, comme Microsoft, ils sont dans l'ordre des 30. Dans le contexte des taux négatifs, des taux bas, en fait, en tout cas, c'est avoir les ratios PER de 30, ce n'est pas délirant. C'est tout à fait presque normal, surtout pour les entreprises de croissance. On m'avait souvent dit que je n'ai pas été exposé suffisamment sur les sociétés cycliques. C'est vrai, je reconnais que dans un certain secteur, je devais être présent l'année dernière. Surtout, je regrette de ne pas avoir acheté l'automobile allemand. Donc là, je me suis fait un peu influencer, je pense, par des idées comme quoi il y aura un grand bouleversement dans ce secteur, patati patata. Un petit peu comme on parlait de l'immobilier des bureaux à Paris, notamment, c'est pour ça, concernant la société Gecina. En gros, ces idées-là, quand même, influencent nos esprits, en tout cas les miens, c'est sûr. Donc du coup, j'étais pas exposé sur l'automobile allemand qui a repris, qui est maintenant proche de ses plus hauts historiques. Et donc là, je suis quand même, ça me fait pleurer quand je regarde les cours de BMW, de Daimler, de Volkswagen. Et bon, j'ai raté quand même cette occasion. Mais en tout cas, dans d'autres valeurs cycliques, moi, je reste toujours sur mes points, même s'il y en a certains qui ont rebondi, notamment les banques. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo avant-hier que je publiais sur le secteur bancaire. Je ne regrette pas de ne pas avoir été exposé sur ce secteur parce que moi je trouve que toujours il y a des risques dans les valeurs bancaires. Je ne parle pas de toutes les valeurs financières, mais je parle des valeurs bancaires en particularité. Mais en tout cas, toutes ces personnes qui disaient qu'il y aura la rotation en vendant les FANG ou les GAFAM en faveur des sociétés cycliques, on ne les entend plus parler parce que après la publication des résultats de Amazon, de Apple, de Microsoft, ils se sont bien aperçus que les investisseurs sont toujours intéressés par les sociétés rentables et pas par les valeurs cycliques. Et donc du coup, je pense que si votre stratégie était d'investir dans la tech américaine, dans les sociétés à forte croissance, je ne dis pas dans les valeurs pipeaux qui n'ont pas de chiffre d'affaires, qui n'ont pas de résultats ou les résultats négatifs, mais je parle bien des grandes tech américaines qui affichent des rentabilités extraordinaires, qui affichent des marges extraordinaires et qui ont encore énormément d'avenir devant elles. Moi, je voudrais mettre en avance particulièrement les deux sociétés, c'est Amazon et Microsoft. Je mettrais peut-être en deuxième plan les sociétés comme Apple et Facebook. Facebook, d'ailleurs, c'est un point comme assez discutable. Pourquoi Amazon et Microsoft? Parce que je vois toujours l'avenir quasi infini pour ces entreprises, particulièrement pour Amazon. Les deux, j'ai dans mon portefeuille. D'ailleurs, juste pour vous dire un petit peu avant ma vidéo portefeuille moyen de cash où je vous présente mes opérations du mois, j'ai renforcé la position Microsoft quand elle a baissé parce que bon, 3% pour Microsoft de baisse, c'est assez rare. Donc du coup, je vais en profiter pour plus ou moins ajuster l'exposition de mon portefeuille sur Microsoft où j'étais largement sous-exposé selon moi. Donc ces entreprises, on peut regarder en termes absolus, si on regarde le market cap, elles peuvent paraître très chères, mais en tout cas quand on regarde les performances de ces entreprises, non, elles ne sont pas très chères. Donc vous pouvez regarder EV/EBITDA, vous pouvez regarder PER, surtout le forward PER, les estimations des analystes par rapport au profit futur. Donc la visibilité quand même, elle est parfaite sur ces entreprises, notamment pour Amazon qui peut encore gagner de la place dans le commerce mondial et en détriment des valeurs traditionnelles, notamment les valeurs cycliques, quasi cycliques. Donc du coup, je pense que la stratégie continuer à investir dans ces valeurs, elle est tout à fait pertinente et elle était pertinente et elle restera pertinente dans l'avenir proche. Donc, je retourne maintenant sur l'analyse technique de l'indice Nasdaq. Je fais ce détour par les GAFAM parce que c'est les GAFAM qui drivent particulièrement l'indice Nasdaq parce que c'est elles qui ont le plus de poids non seulement dans Nasdaq mais dans S&P 500 aussi. Il y a 2 semaines, je vous ai envoyé les vagues Elliott sur comme moi je les vois. Attention quand même à tous ces indicateurs techniques, il y a autant des images que des traders dans le monde. Donc chacun dessine un petit peu à sa façon et moi je ne suis pas une exception. Donc vous pouvez croire en ma vision ou pas. Donc
si vous croyez à mon avis ou pas. Donc ça, c'est moi, je le vois comme ça. Vous voyez peut-être autrement. En tout cas, moi, je vois un court prolongement de la 5e vague de la hausse pour Nasdaq, mais la question que je me pose, c'est pour ça je préfère de ne rien faire sur ces marchés, c'est qu'il faudra dépasser les plus hauts historiques pour que cette 5e vague de hausse se concrétise. Et donc, du coup, je doute quand même que ça pourrait se réaliser parce que normalement, la 5e vague devrait se terminer plus haut que la 3e. Et donc, une fois que ce scénario se réalise, on pourra espérer de voir une correction du style ABC qui reste encore pour moi à confirmer. Donc, pour résumer, j'ai toujours pas de vision particulière sur les marchés financiers, en tout cas sur l'indice Nasdaq, et je fais quand même quelques acquisitions dans mon portefeuille principal. Pour ça, j'ai décidé, ça peut paraître contradictoire, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi ce ne l'est pas. J'ai décidé quand même de commencer à couvrir mon portefeuille. Donc certains me disent que genre si tu penses que les marchés doivent se corriger, pourquoi tu achètes maintenant, ou bien pourquoi si tu n'allèges pas tout simplement ton exposition sur les marchés. C'est d'ailleurs une question très juste et j'aimerais bien répondre à cette question dans cette vidéo. C'est vrai que d'habitude dans la gestion de risque classique, je conseillerais plutôt que de shorter les marchés, de alléger les positions. Mais mon problème personnel, c'est peut-être lié à ma philosophie d'investissement et un peu à mon mindset, c'est que quand j'achète une action dans le portefeuille, j'y crois. Donc là, j'achète souvent soit à moyen terme, soit à long terme. Ce sont des valeurs qui me plaisent. Et moi, psychologiquement, j'ai un petit peu du mal à vivre les situations quand je n'ai pas l'action dans le portefeuille et je la vois partir sans moi. Aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo, et comme je vous répète aujourd'hui, que je n'ai pas de vision particulière par rapport au marché, et donc du coup, je ne sais pas si les marchés vont monter, s'ils vont baisser, je n'ai pas d'avis là-dessus. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je commence à vendre des actions dans mon portefeuille personnel, cela veut dire que je vais vendre les actions que j'aime, les actions que j'aimerais bien être investi. Et si jamais je me trompe, ce qui est tout à fait probable par rapport à la tendance, et les marchés repartent à la hausse, ils vont atteindre, je sais pas, 14 000, après 15 000, peut-être voire plus, sur l'indice Nasdaq, je vais rester sans position, je vais regarder le marché et je vais lui dire coucou, comme le train qui part. Cette situation, pour moi, psychologiquement, est la plus gênante. Donc, je ne sais pas si c'est tout le monde pareil, pour tout le monde c'est pareil. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, ça c'est intéressant de s'échanger des différents biais psychologiques, s'ils sont généraux ou s'ils sont applicables uniquement à certaines personnes. Mais en tout cas, moi, je préfère de garder mes positions dans lesquelles j'ai un avis positif, dans lesquelles je crois, et prendre des assurances, parce que moi, je vois les shorts comme des assurances, contre la baisse des marchés. En fait, je viens de vous dire que je vois les shorts comme des assurances. En fait, il y a deux positionnements possibles par rapport aux shorts. Ça peut être comme une assurance, comme dans ce cas-là, le short que j'ai ouvert le jeudi dernier, donc c'était hier. Ça c'est clairement pas le résultat de ma réflexion et de mon analyse de marché et baissier. Donc je ne suis pas baissier, je ne suis pas bearish actuellement. C'est juste que moi je vois que les marchés sont chers, je vois que mon portefeuille est assez gros et que si le marché se corrige, ce qui est tout à fait normal dans les circonstances actuelles, j'aimerais bien avoir une autre jambe de stratégie qui va me compenser un petit peu quelque part cette perte que mon portefeuille principal va sans aucun doute subir. Parce que je suis, comme vous le savez, je suis très transparent, j'espère que ça mérite un like, que je vous présente tous les mois les actions dans lesquelles j'investis. Et donc dans ce cas-là, effectivement, je préfère de prendre une assurance, soit via des options put, soit via les instruments dérivés. Et dans cette situation, je suis plutôt tranquille parce que si jamais je me trompe, dans ce cas-là, mon stop par rapport à cette position short qui va se déclencher, je vais perdre de l'argent, mais de toute façon, chaque fois qu'on paye l'assurance, quand vous avez votre assurance pour la voiture, pour l'habitation, et si vous n'avez pas de sinistre, ce qui est plutôt bien, vous perdez de l'argent. Et donc du coup, moi, je suis exactement dans cette situation. Pour moi, en fait, juste pour vous expliquer un peu plus en détail comment mes investissements sont structurés, mes investissements principaux se font au sein de portefeuille DEGIRO et les investissements, on va dire, spéculatifs sont dans le portefeuille Saxo Bank où je fais justement ces positions short. Et donc, ces deux portefeuilles séparés et qui, par exemple, si je finis le mois dans le portefeuille spéculatif en négatif, pour moi, ce n'est pas nécessairement un problème parce que ça va tout simplement dire que l'autre portefeuille, il a gagné de l'argent. Donc du coup, si j'étais short, dans ce cas-là, si c'était dans l'esprit d'assurance, donc c'est tout à fait normal que je perde de l'argent quand
Du coup, l'assurance n'a pas été actée, donc quand il n'y a pas eu de sinistre. Voilà. C'est juste pour vous expliquer pourquoi certains mes positionnements peuvent être un peu contradictoires par rapport à mon discours. Donc mon discours aujourd'hui, j'espère qu'il soit clair. Je ne suis pas Berry, je ne pense pas que dans les contextes actuels, je ne vois pas des raisons fondamentales pour une chute des marchés. Donc je n'attends pas une chute des marchés. Effectivement, j'attends une correction, mais par contre le problème, c'est que je ne sais pas à partir de quel niveau cette correction aura lieu. Voilà. Voilà, nous allons continuer à avancer avec notre tableau de bord. Donc sur euro-dollar, on a encore sur des plus hauts récents, on va dire, on s'approche des plus hauts récents. Le dollar, après le discours de Joe Biden, surtout, il a perdu de la valeur parce que Joe Biden il a réaffirmé son positionnement de stimulation de l'économie post-Covid. D'ailleurs, j'ai pas mal aimé son discours. Je trouvais que c'était quand même assez cohérent parce que j'étais assez critique envers lui après qu'il a distribué les chèques de 1400$ à tous les Américains. Parce que moi, je trouvais ça très populiste comme action et qui n'était pas nécessaire en ce moment. Parce que bon, mais vu que c'était sa promesse électorale, donc c'est bien qu'il l'a tenue. Et maintenant, il est plus dans l'esprit de Franklin Roosevelt. D'ailleurs, c'est une référence sur le New Deal que je fais assez régulièrement dans mes vidéos de dimanche. Donc, et les médias américains, notamment New York Times, ils ont fait justement exactement le même raccourci sur le New Deal de Roosevelt après le discours de Joe Biden. Donc du coup, c'est bien que j'utilise les mêmes références que les journaux américains, parce que c'est vrai que sa politique, en tout cas ses ambitions de construire sa politique pendant sa période présidentielle, me fait penser pas mal de cette époque des années 30 de Franklin Roosevelt. Bon, évidemment, les conditions, les circonstances n'ont pas été les mêmes, et je pense que les circonstances actuelles sont plus faciles que celles de l'époque de Roosevelt, parce qu'on peut passer à la planche à billets. À l'époque, c'était les talons d'or, je vous rappelle, donc c'était beaucoup plus facile de mettre en place une politique accommodante en termes de la gestion monétaire. Et aujourd'hui, on n'a pas ce problème parce qu'on n'a plus des talons d'or, on peut imprimer de l'argent autant qu'on veut. Donc, bien ça ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une décision plus facile à prendre qu'à l'époque de FDR, comme disent les Américains souvent. Apple l'a fait en rapport, enfin en état des comptes trimestriels juste extraordinaire, mais vraiment magnifique. Mais vous pouvez regarder que ses performances sur une semaine, moins 0,63%. Donc c'est vraiment impressionnant. Je suis quand même assez étonné. Chaque fois, je vois qu'une publication positive et durant la séance, le marché se retourne par rapport à ses valeurs. Cela veut dire que les valeurs positives ne peuvent pas changer la pression des ours, des bears, même sur des valeurs de grande qualité comme Apple et les autres. Donc aujourd'hui, en fait, vu que les marchés ne sont pas encore ouverts, on verra comment ça va se passer pour Amazon. Et je pense que ça devrait suivre un peu le même chemin. Peut-être ça va être assez intéressant à observer. Donc voilà, c'est un autre argument pourquoi moi je pense que quand même on ne va pas forcément suivre cette 5e vague. J'ai du mal à imaginer que dans le contexte actuel on va facilement casser ces plus hauts historiques sur Nasdaq et encore allonger la vague 5. Peut-être je me trompe, on verra bien, c'est l'avenir qui nous dira. Sur la dette américaine, on reste à des niveaux élevés, donc bon, par rapport à l'historique récente, ce sont des niveaux élevés, mais en tout cas il n'y a pas de tension, donc personne ne parle de l'inflation aujourd'hui, donc on n'a pas trop peur. Le discours de Jerome Powell, vu qu'on parle des taux, forcément on parle de Jerome Powell, c'était cette semaine, mais je vous disais sur la chaîne Telegram, je disais aussi dans mes posts Facebook que c'était une réunion de passage, en fait, il ne va rien dire, tout le monde sait d'avance ce qu'il va dire, et c'était un non-événement sur le marché financier. Il a reparlé encore une fois que bon, l'inflation, on attend effectivement la montée des prix à l'ouverture de l'économie, mais on ne s'attend pas que ça soit un phénomène durable, et patati patata, donc il n'y avait rien de nouveau que je pourrais mentionner. Par rapport au pétrole, j'aimerais bien refaire un petit passage sur les valeurs pétrolières. On voit que le pétrole, quand même, il stagne dans entre 60 et 67 $, donc il est très volatile cet actif actuellement. Bon, elle a toujours été, mais particulièrement en ce moment. On voit les fortes hausses, on voit les fortes baisses toutes les semaines, souvent on finit à l'équilibre. Je voulais vous parler justement des publications aussi des sociétés comme Total et comme BP.
C'est assez intéressant de les analyser, je pense, parce que je sais que c'est une valeur qui vous intéresse. Vous posez beaucoup de questions par rapport à Total. On m'a beaucoup critiqué. Je ne sais pas si vous suivez régulièrement Mind the Cash quand j'ai vendu Total à 38. Maintenant, on est à 37, donc du coup, déjà, je suis en dessous de mon cours de vente. Bon, c'est vrai que ça passait par 42. Mais attention, Total, il a fait l'état des comptes trimestriels, encore une fois, excellents, mais encore, même ces bons résultats, même très bons résultats, n'ont pas changé la tendance baissière dominante sur Total. Je parlais principalement de Total, parce que, pas de BP, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le marché price Total par rapport au prix de pétrole. C'est ce que je vous disais toujours. Je sais que Total, c'est une excellente entreprise. Attention, je ne suis pas critique. J'aime beaucoup le management, j'aime beaucoup la philosophie de cette entreprise. Vous savez parfaitement que je privilégie l'énergie renouvelable, et Total, ainsi que BP, ainsi que Shell, investissent aujourd'hui massivement dans ce créneau porteur. Mais en tout cas, aujourd'hui, le marché peut avoir tort. Le marché a souvent tort, mais il price Total par rapport au prix de pétrole. Donc du coup, quand vous faites pari sur Total, vous faites pari sur le pétrole. Donc il ne faut pas oublier à ça. Donc si Total est dans les cours actuels, évidemment, s'il passe en dessous d'un certain niveau, on peut parler d'un investissement long terme avec une vision de transformation énergétique, etc. Mais dans les cours normaux pour Total, et pour moi les cours normaux c'est 35-45, vous êtes exposé au pétrole parce qu'il va évoluer, il est rentable à partir de pétrole de 55 $ à peu près, donc selon les études que moi j'ai pu trouver. Et pas mal d'entreprises sont dans la même situation, qu'ils ont le seuil de rentabilité dans ces eaux-là. Et donc faites attention que pétrole aujourd'hui, il est au-dessus de ce niveau-là, donc du coup ces sociétés sont rentables. Du coup, normalement, les sociétés pétrolières devraient remonter, n'est-ce pas? Mais ils ne remontent pas. Pourquoi? Parce que personne ne croit à ces cours. Comme moi aussi, moi je ne crois pas au cours actuel du pétrole. Je pense que ce sont des cours manipulés par OPEP+, et dès qu'il y a un moindre changement sur la politique d'OPEP+, les cours vont s'écrouler, et les cours normaux dans les situations actuelles, même pendant la réouverture, on peut imaginer une certaine hausse des prix, mais déjà les prix du baril actuel intègrent largement la réouverture très proche et la réouverture très dynamique avec l'inflation, avec la reprise totale de l'activité. La situation dans laquelle nous ne sommes pas encore, nous sommes encore loin, on ne prend pas des avions, on roule beaucoup moins, on a beaucoup moins besoin du pétrole, mais en tout cas le pétrole a déjà pricé que l'on aura besoin de tout cela d'ici peu. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir sur le cours de Total que malgré tout, à partir des niveaux de 40, personne ne s'intéresse à Total. Pourtant, c'est une entreprise qui a des perspectives. Si vous avez une vision, mais vraiment super long terme, dans ce cas-là, on peut envisager Total. Et par exemple, d'ailleurs, vous savez que sur Mind du Cash, nous avons 3 portefeuilles. C'est le portefeuille principal qui est à moi. Ensuite, le portefeuille PEA et le portefeuille rentier. Le portefeuille rentier, c'est celui qui est orienté aux valeurs à dividendes. Et Total pourrait faire partie, même à ce cours actuel, pourrait faire partie de la stratégie dividende. Parce qu'à long terme, je pense qu'il pourra encore baisser. On pourra aller voir 30. On pourra aller voir, même dans le cas d'une crise ou d'une micro-crise ou d'une grande crise, je ne sais pas quoi, on pourra descendre jusqu'à 25, comme on a fait l'année dernière. Ça sera des énormes opportunités. Dans ce cas-là, je vais l'acheter massivement. Mais je pense qu'à long terme, vous êtes safe. Vous êtes safe, vous pouvez quand même, déjà au cours actuel, qui ne sont pas les plus alléchants, vous pouvez fixer le rendement de 7%. Donc c'est quand même, je trouve que c'est vraiment pas mal. Si vous avez une vision comme ça, vous avez une vision à dividende, à partir de... Moi j'aime bien le cours 35. Donc en dessous de 35, je commence à me poser la question, est-ce que Total, ça vaut le coup d'acheter? Parce que moi je pense qu'il devrait, dans la situation normale, se balader entre 35 et 45. Comme ça, c'est normal pour Total. Dans le modèle économique actuel. Et donc du coup, en dessous de 35, je vais en parler. Je vais peut-être le racheter dans le portefeuille rentier. Mais si vous êtes un peu patriotique par rapport au fleuron français, vous pouvez peut-être le mettre dès maintenant. Je ne pense pas que ça sera une grosse erreur dans tous les cas, en tout cas selon moi. Encore une fois, je ne suis pas professionnel, je suis un amateur, je ne peux pas faire de conseils d'investissement. Voilà, nous revenons maintenant sur notre tableau de bord. Bon, pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que je vais passer à d'autres... Oups, pardon.
Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Donc VIX, bon VIX c'est la montée, bon le VIX c'est la montée sur des dernières séances qui était un peu plus chahutée. Bon sur le Bitcoin, je ne veux pas trop parler, je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, donc on a trouvé un plancher autour de 52, 55. Après l'avenir des crypto-monnaies c'est très aléatoire pour moi, je ne me positionne pas comme un expert des cryptos. Vous savez que j'ai mon portefeuille de crypto où je suis largement positif comme vous j'imagine si vous avez des cryptos. Mais c'est pas, bon, c'est pas un gros portefeuille que je présente même avec des montants réels dessus. Et nous allons passer maintenant aux indicateurs que je vous montre de temps en temps. Et c'est l'indicateur de cuivre, cuivre qui a fait des records cette semaine. Donc, et c'est un métal industriel par définition. Et vous voyez que la dernière fois quand je vous ai montré cet indicateur, on était là, on était, je pense que sur cette ligne. Quelque part par là, là. Et là, on a vu une énorme hausse du prix du cuivre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la reprise se confirme. Et c'est un indicateur avancé. Je vous dis encore une fois, plus ce ratio monte, plus on est dans un cycle de reprise économique, donc le cycle ascendant de l'économie. Après, nous sommes dans les situations particulières. N'oubliez pas, parce que nous sortons vraiment de l'arrêt total ou quasi total de l'économie. Donc c'est pas pareil comme les cycles précédents. Donc c'est probablement là où je mettrai une petite réserve par rapport à cet indicateur. Est-ce qu'il ne sera pas trompeur cette fois-là? On n'a pas de doute que la reprise à un moment donné aura lieu, tout simplement à cause de l'effet de base. Donc effectivement, quand l'économie était à l'arrêt et quand maintenant on commence à se rouvrir, forcément vous avez une explosion de production, explosion de demande, etc. et de consommation. Donc c'est presque normal. Mais est-ce que cet indicateur ne va pas se retourner aussi rapidement pour après toucher ses plus bas? Ça, je ne sais pas. C'est assez intéressant parce que cet indicateur aussi permet d'analyser le métal très industriel contre un métal gold, l'or qui n'est pas du tout industriel, et surtout le métal où on investit souvent quand on a la peur de l'inflation, donc crack monétaire, des choses comme ça. Et donc du coup, il permet vraiment de consolider ces deux phénomènes psychologiques, donc d'un côté la reprise positive et de l'autre côté la dépression négative. Et ce rapport, ce ratio nous montre effectivement quel est l'état, quelle est l'humeur des marchés actuels. Donc voilà, c'est juste que c'est très important, je voulais vous montrer cet indicateur parce qu'il est en forte hausse qui nous confirme que la reprise est très proche. Voilà, la reprise est déjà là, mais en tout cas que la réouverture elle est très proche. Voilà, maintenant essayons de se projeter dans l'avenir, nous essayons d'anticiper qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Et c'est pour ça que je vous montre mon timeline de 2021, que je ne montre pas dans toutes les vidéos Café de Dimanche, mais je le fais de temps en temps. J'avais prévu de sortir des marchés en mois de mai, donc on est presque... Bon, vous êtes déjà en mois de mai, moi je ne suis pas encore. Hein. Donc, est-ce que je vais le faire? Je vous disais toujours que je doute par rapport à cette décision d'investissement. Finalement, je suis encore dans les doutes, mais je ne pense pas que je vais quand même vendre mes actions que j'ai actuellement. Je ne veux pas sortir de marché, donc du coup, décision prise. Mais par contre, il y a des fortes chances que je vais couvrir le marché pour toute la phase de l'été 2021. L'inflation, déjà, je m'attendais aux premiers signaux de l'inflation, donc là, ils sont là, c'est clairement vrai. Donc après, le discours sur la réouverture des économies, donc là, on est plus que discours, on parle vraiment déjà des dates concrètes. La réouverture, et moi je m'attendais à l'époque quand je dessinais ce timeline que la réouverture aurait lieu en juin, donc je pense que j'étais très exact là-dessus, en tout cas pour la France. Littéralement hier ou avant-hier, Emmanuel Macron il a annoncé justement qu'il aura une réouverture en mois de juin. Bon, elle n'est pas totale, mais je ne m'attends pas évidemment que l'ouverture spontanément de toutes les boutiques, tous les restaurants, etc. Donc ça sera progressif, mais en tout cas, une grande partie de cette réouverture se fera au mois de juin 2021. Bon, on verra qu'est-ce que ça va nous donner boursièrement parlant, mais en tout cas, moi je pense que je vais garder quand même les entreprises. Je veux peut-être prendre certains profits, il y en a certaines actions où j'ai fait des gros profits, où je ne vois pas beaucoup de potentiel. Il est probable que je vais m'en séparer, mais pour l'instant, je ne vois pas trop de quelles actions s'agit-il, donc probablement je trouverai une à vendre, mais en tout cas aujourd'hui je continue à acheter, je continue à saisir des opportunités quand elles se présentent.
Et je vais probablement quand même prendre des assurances assez agressives pour le mois de mai. Durant tout le mois de mai, probablement, je vais augmenter ces assurances pour passer l'été tranquille avec mouvements peut-être violents sur mon portefeuille principal qui seront compensés par des profits violents sur mon portefeuille spéculatif où j'aurai des shorts. Voilà. Ça c'est ma vision, en tout cas ce début mai, c'est comme ça que je vois l'avenir proche. Pour moi, pour l'instant, ce qui me fait peur, vous savez, c'est un peu paradoxal, mais ce qui me fait peur, c'est la tranquillité. C'est l'état d'esprit des marchés, que tout va bien. Vraiment, on est en train de sortir après un an et demi, quasiment, bon, un an de confinement, d'arrêt d'économie, etc., etc. Il y a plein de chômage. Il y en a certaines entreprises qui ne vont pas se rouvrir, tout simplement parce qu'ils ont fait faillite. Et on vit comme si rien ne s'est passé. Il y a Biden qui imprime l'argent un peu à gauche à droite. On a quand même quelques tensions géopolitiques. Aussi, il y a aussi les Américains qui ont tiré sur le navire iranien. Donc on a quand même des choses par rapport auxquelles on devrait se poser des questions. Et cette tranquillité totale, c'est ça qui me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Parce qu'en général, c'est pendant ces moments tranquilles, les plus grandes crises commencent, s'éclatent. Et donc, j'espère que ça ne sera pas le cas pour ce mois de mai, pour cet été 2021. C'est pas impossible, malheureusement. Mon plus gros risque que je vois dans les situations actuelles, c'est la réouverture et l'inflation. Je vous disais déjà, c'est que si l'inflation dérape au-delà des prévisions des banques centrales, et pour moi, ça sera le cas. Déjà, je ne crois pas au Jérôme Powell, honnêtement, parce que j'avoue que je ne suis pas très objectif. Peut-être j'aime pas du tout cette personne de point de vue professionnel. Bon, déjà, il n'est pas cohérent, ses discours sont toujours contradictoires, donc il est très différent par rapport à sa prédécesseur. Et je ne pense pas qu'il va être cohérent si jamais l'inflation dérape et si jamais ça dépasse les niveaux acceptables. Je pense que ça sera un gros bordel, ça sera un discours ambigu de la part de Jérôme Powell, et c'est que le discours de la Banque centrale aujourd'hui qui drive les marchés. Et si ce discours ne sera pas concret, s'il ne sera pas clair, si les marchés ne vont pas l'apprécier, dans ce cas-là, malheureusement, nous devrons vivre des moments difficiles en bourse, et c'est pour ça que je voudrais prendre ces assurances pour protéger mon portefeuille principal. Après, tout peut changer, vous savez, je fais l'analyse, je regarde comment les situations évoluent, mais aujourd'hui, cette pérennité, tranquillité et calme absolu sur le marché, c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai peur qu'on ne voit pas quelque chose. Voilà, c'est ça un peu mon état d'esprit actuel. Donc là, je continue à investir, mais j'investis uniquement dans des entreprises avec lesquelles je peux passer une crise, je pourrais voir les gros dégagements sur la valeur, et pour moi ça serait plutôt une bonne nouvelle parce que je pourrais augmenter l'exposition sur ces entreprises. Il y en a aussi des entreprises où je ne crois pas, bon, pas ce que je ne crois pas, pardon, mais des entreprises où il y a tout encore à faire, c'est ce que j'appelle la catégorie D, donc qui n'ont pas de chiffre d'affaires, qui ont juste un projet. Mais mon exposition sur ces valeurs, elle est tellement ridicule que je n'ai pas peur s'ils perdent demain 30-40%, ça ne fera strictement rien en termes de perte de PNL. Voilà, donc c'est un peu par rapport aux mes prévisions pour le futur. Eh bien, je vais faire un petit résumé de cette vidéo que moi, je reste bullish, je reste calme, comme les marchés. Je pense qu'il y aura une correction. Elle s'impose et il y a des signes de cette correction qui sont très clairs. Donc, quand on voit que le marché n'arrive pas à dépasser certains niveaux, les entreprises, même après avoir reporté des chiffres excellents, vraiment incroyables en termes de résultats trimestriels, qui se font quand même sanctionner en bourse, même les bonnes surprises se font sanctionner. Pour moi, c'est quand même une raison de s'attendre à une correction. Mais quand je dis correction, ça ne va pas dire que j'attends une chute de marché. Je suis souvent mal interprété de ce point de vue-là. Je ne suis pas du tout alarmiste. Je pense qu'on devrait quand même attendre assez rapidement 13 700 sur Nasdaq, mais ça ne fait pas une grosse correction. Ensuite, on devra revenir retester les plus hauts historiques, peut-être aller beaucoup plus haut, pour justement finir cette 5e vague
de Elliott que je vous ai montré sur le graphique, et par la suite éventuellement, et là on arrivera à fin mai, début juin, c'est là pour probablement certains risques inflationnistes qui devront se concrétiser, on va vraiment rouvrir, on va vraiment voir les indicateurs inflationnistes grimper, voire exploser, et c'est probablement à ce moment-là on vivra une forte correction que certains appelleront la chute de marché. Il y aura encore des analyses style levier de la marche qui vont apparaître dans votre liste YouTube. Je pense qu'on vivra cette année une forte baisse, mais cette baisse sera dans le cadre d'une hausse globale, dans une grande tendance haussière toujours. Je pense que le plus bas que je pourrais imaginer sur Nasdaq, c'est 12 000 dans les circonstances actuelles. Et 12 000, vous savez, c'est pas non plus très loin, c'est 2000 points en dessous des niveaux actuels. Je ne pense pas que c'est si dramatique, donc ça va faire peur à certains, mais je pense qu'à partir de ces niveaux-là, il faudra être beaucoup plus agressif, à moins qu'il y a de nouveaux paramètres qui vont rentrer en jeu, que n'a pas pris en compte, que je n'ai pas pris en compte sur mon timeline, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, au jour actuel, ce début mai 2021, c'est comme ça que je vois cette situation. Je pense qu'il y a correction, oui, chute, non, chute maximale, vraiment, peut-être on devrait se corriger, repartir à la hausse et après effectivement se corriger sur des crans de l'inflation. En tout cas, c'est ça ma vision des marchés actuels. Dites-moi dans les commentaires quelle est la vôtre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec à vos amis qui s'intéressent à la bourse, qui voudraient rejoindre la chaîne Mind du Cash et notre communauté. N'oubliez pas qu'il y a la chaîne Telegram également. Et s'il vous plaît, mettez-moi des likes. N'oubliez pas de like. Pour moi, c'est le plus important pour faire développer cette chaîne. Mind du Cash et profitez bien de votre dimanche.